Aujourd'hui, nous partons sur la route des romanciers à Paris pour rencontrer Patrick Jacquemin. Désormais romancier, il a été le fondateur et PDG de Rue du Commerce. Retiré des affaires, il se consacre à l'écriture et aux animaux d'Afrique, mais vous allez vous rendre compte que Patrick Jacquemin fourmille d'idées, qu'il n'a pas de langue de bois et il pourrait bien vous surprendre avec son imagination débordante. C'est chez lui qu'il nous reçoit avec toute sa générosité et sa simplicité. Venez avec nous sur la route des romanciers avec Patrick Jacquemin. Merci Patrick de nous accueillir chez vous, ici. Eh bien, c'est avec grand plaisir. On va partir sur votre route pour connaître votre quotidien, votre univers, vous connaître un peu plus. Alors, justement, pour vous connaître un peu plus, Patrick, comment commence votre journée? C'est quoi vos premiers gestes? Et ma journée commence par un jus de fruits. C'est important, ça, c'est l'acte le plus important du début de journée. Quasiment, et après la douche, oui. Après la douche, pour se réveiller le corps, il y a le jus de fruits, et le jus de fruits à la centrifugeuse, avec le mélange classique que j'utilise, qui me paraît super bon, une orange, un kiwi et une pomme. Et alors, quelles sont vos activités aujourd'hui, puisque on vous connaît avec évidemment votre activité entrepreneuriale, et puis on sait que vous avez revendu vos parts de rueducommerce.com, mais vous faites quoi en ce moment? Eh bien, d'abord j'écris. Je passe du temps à écrire, je fais des conférences pour les entrepreneurs et je passe un peu de temps aussi sur cette partie-là. Je réfléchis à tout un tas de choses, je vais voir des amis, je voyage, je fais des aventures sur ma moto tout-terrain, je passe du temps avec mon épouse, je m'instruis, je lis beaucoup. Voilà, j'ai une vie, j'ai beaucoup de chance parce que grâce à Rue du Commerce, j'ai pu choisir ce que je voulais faire de ma vie parce que je n'étais plus obligé de gagner d'argent pour manger. Mais pourquoi vous avez lâché? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Rue du Commerce, ça a été pour moi plusieurs choses. D'abord, j'avais envie d'entreprendre. J'avais toujours eu envie, à partir du moment où j'ai travaillé, j'ai eu envie de créer une entreprise. Donc ça, c'était une vraie envie qui venait du fond de moi. Et lorsque la révolution Internet est arrivée, quand bien même j'avais un excellent travail où je gagnais très très bien ma vie, j'ai quand même décidé d'arrêter ce travail, de donner ma démission, de ne pas être payé pendant 1 an. J'avais 3 enfants à l'époque, j'étais marié, et malgré le risque que c'est de créer une entreprise et de ne pas être payé alors qu'on est payé. Ça a été une aventure magnifique, mais une aventure aussi qui a pas toujours été facile, parce qu'on est passé à 2 doigts de faire faillite, comme la plupart des entreprises d'ailleurs, dans l'économie Internet, et pas seulement dans l'économie Internet. Il a fallu se battre. Il y a eu des douleurs, bien entendu, mais c'est une entreprise qui finalement a survécu, s'est développée, a réussi à avoir beaucoup de clients, et donc à partir du moment où on s'est introduit en bourse, où la société a prospéré, eh bien j'ai considéré que j'avais fait le tour un peu de la question. Et j'aurais pu bien entendu y rester, et puis comme le font certains que je ne juge absolument pas, parce que chacun a sa vie et personne ne peut juger quiconque, mais j'aurais pu continuer de développer cette entreprise, de racheter éventuellement d'autres entreprises, de créer un espèce d'empire, mais c'est pas ce que je cherchais à faire. J'avais fait cette étape et je voulais aller vers ce qui m'intéressait depuis que j'étais tout petit aussi, comme créer une entreprise, c'est-à-dire écrire. Alors, c'est arrivé quand, cette envie d'écrire, Patrick Jacquemin? Quand est-ce que ça a démarré? Ça a démarré quand j'étais ado. Mais à l'époque, quand on est ado, on est à l'école. En plus, j'étais un cancre à l'école, puisque j'ai raté mon brevet, j'ai pas eu mon bac, et donc quand j'ai commencé à bosser, il a fallu que je fasse du porte-à-porte pour commencer à travailler. J'étais au SMIC pendant quelques années. Mais à cette époque-là, j'écrivais des poésies d'ado, un peu révolté, on a envie de refaire le monde quand on est ado, ou en tous les cas on critique beaucoup celui que l'on voit, et donc j'écrivais beaucoup, et
Mais il fallait que je mange, donc j'ai cherché un emploi et j'en ai pas fait écrivain parce que de toute façon j'aurais dit à mes parents je vais être écrivain, ils m'auraient dit mais t'as vu ce que t'écris, donc tu peux pas être écrivain. Et comme il fallait que je mange, il fallait que je travaille. Et quand on travaille, comme je suis assez passionné dans le travail, je travaillais beaucoup. Quand même, je gagnais le SMIC, je restais tard le soir dans la banque où je travaillais pour faire des petits programmes informatiques et donc j'avais pas le temps d'écrire. Et j'ai considéré que je ne pouvais écrire finalement que si j'arrêtais de travailler. Et donc, quand je me suis dit, quand j'ai créé Rue du Commerce, je me suis dit que si un jour ça me permettait de m'arrêter et de ne pas m'obliger de travailler parce que j'aurais gagné suffisamment d'argent pour me nourrir, eh bien à ce moment-là, j'arrêterais et j'écrirais. Parce qu'il faut du temps pour écrire finalement alors. Pour moi, il en faut. Pour d'autres, c'est très rapide. Je vois des écrivains qui écrivent 1000 pages tous les 2 ans. C'est juste extraordinaire. C'est parce qu'ils ont ça en eux. Moi, j'ai autre chose en moi. Il me faut la musique des mots. Il faut qu'une phrase soit bien faite. Il faut qu'elle soit bien ficelée. Puis sur ce premier roman, L'odeur de l'herbe après la pluie, j'ai commencé. Je savais pas où était la fin. Donc ça veut dire qu'il fallait que j'invente l'histoire au fur et à mesure que j'écrivais, ce qui, d'une certaine manière, est assez difficile. On souffre dans cet exercice parfois. Hein. C'est pas facile. On se dit écrire. On va s'installer derrière son bureau et puis voilà. On va écrire un bouquin. Non, c'est pas tout à fait comme ça. J'avais pas considéré quand je m'étais dit il faut que j'écrive que ce serait facile. Mais sur ce livre, quand on connaît pas la fin, c'est difficile. Votre héroïne, c'est une femme. Pourquoi avoir changé de sexe? Parce qu'il y a quand même un peu de vous dans cette histoire. C'est-à-dire qu'au début, j'ai écrit un homme. Et puis, je me suis rendu compte que je ne lui donnais pas suffisamment peut-être de nuances, où il était trop proche, où il me plaisait pas. Vous savez, parfois, quand on écrit sur soi, il y a des choses qu'en soi on n'aime pas trop. Et puis, je trouvais qu'une femme, c'était plus exotique, forcément, par rapport à un homme que je suis. Et donc, je me suis dit, je vais mettre dans la peau d'une femme. Et donc, j'ai écrit ce début de livre, comme étant un peu moi-même, cette aventure, parce que cette espèce de burn-out que je raconte au début, il m'est arrivé. Il m'est arrivé un jour, j'étais chez Rue du Commerce, c'était en 2006, un jour, en sortant d'un rendez-vous, j'ai garé ma voiture au bord d'une route, c'était aux Ulysses, c'était donc à 20-30 km de Paris, c'était dans la campagne, et je me suis posé cette question, ça sert à quoi tout ça? Et donc j'ai appelé mon assistante et je lui ai dit donne une tout là pendant la semaine, et puis je suis parti mais sans fringues, sans trousse de toilette, sans rien. J'étais célibataire à l'époque, c'était plutôt facile. J'avais mes enfants en garde alternée, mais ils étaient chez mon ex-femme, et donc j'étais libre de partir, et je suis parti sans rien. Et je suis parti sur les lieux de mon enfance, comme je raconte ce que fait Annabelle. Et j'ai vécu certaines choses qu'a fait Annabelle. J'ai pas fait cette rencontre qu'elle va faire, mais j'ai vécu des choses. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis acheté des fringues, la brosse à dents, et puis j'ai rencontré plein de gens. Et ce séjour de 3-4 jours a été juste extraordinaire. Et alors, ça vous a donné plus de liberté, alors finalement, de passer à la place d'une femme? Oui, j'ai romancé. Et effectivement, ça ouvre l'esprit. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un peu ça, c'est un peu ce que vous dites, ça m'enfermait dans un carcan que je connaissais. Une femme, ça me permet d'aller imaginer ce que peut être une femme, ce qui est facile quand on la voit, mais ce qui est pas facile à l'intérieur, certainement. Hein. Mais ça me permet d'être plus imaginatif, oui. Et alors, du coup, l'écriture vous a donné une nouvelle ouverture de vie, une autre ouverture de vie. Ça vous fait voir la vie différemment, l'écriture? Oui, enfin, si vous voulez, la première chose de l'écriture, c'est qu'on a deux vies. On a notre vie là, et puis on a la vie du roman. Parce que la vie du roman, à partir du moment où on écrit ce roman, on est rentré dedans. Imaginons qu'on écrive 3-4 heures par jour, parfois plus, parfois moins. On est dans une autre vie pendant ces 3-4 heures. Et c'est assez extraordinaire d'ailleurs d'être dans une autre vie. Est-ce qu'on écrit la même chose devant une cheminée que devant à l'extérieur, sur une pelouse? Je pense que ça dépend de ce qu'on écrit. Il y a certains passages, j'ai pu les écrire facilement, quasiment dans la ville. Puis il y a d'autres passages
Il a fallu vraiment que je m'isole pour les écrire. Certaines corrections où il y a de la densité, et comme je recherche dans ce livre en particulier, j'ai recherché quand même une certaine harmonie des mots, une certaine comment dire, un rythme, une certaine poésie. Il a fallu, à certains moments, pour trouver le bon mot, la bonne nuance, la phrase qui allait bien, les liaisons entre les phrases, pour que ça reste harmonieux, et il m'a fallu trouver des heures où je sois au calme. Il faut que je sois assis devant mon clavier à écrire pour que ça sorte. C'est pas parce que je vais me promener dans la rue que ça va sortir. Non, non. Et je pense que dans beaucoup d'endroits, que ce soit dans une entreprise, les choses sortent parce qu'on travaille. L'écriture, c'est aussi de la réflexion. Et la réflexion, elle se fait n'importe où, elle se fait dans des endroits. Je discute avec vous et puis tout d'un coup, pendant cette discussion, je vais avoir une réflexion. Tout est sujet à réflexion et à réflexion intellectuelle qui permet de faire avancer une histoire. Il suffit d'échanger. Parfois, on a nos idées et on fait tourner nos idées en boucle, alors qu'il suffit d'échanger avec une personne l'idée que l'on a pour qu'elle fasse avancer l'idée à grands pas. Donc, avoir les idées, notre imagination, c'est très bien. Sortir pour juste se vider l'esprit, pour échanger avec quelqu'un, nous fait souvent avancer beaucoup. C'est dans un autre endroit que nous allons retrouver Patrick Jacquemin, un lieu de travail, mais aussi d'évasion, son bureau. Ici, c'est plutôt un endroit de travail, même si je m'évade. C'est plutôt un endroit de travail. J'y fais de l'administratif pour quelques sociétés, parce que j'ai 2-3 sociétés, pour des conseils d'administration que je prépare. J'y fais l'administratif courant de la vie, l'EDF, etc. Je classe mes dossiers. J'y écris. Je lis de temps en temps des articles, mais c'est pas là où je lis le plus d'articles, parce qu'en général, je lis des articles dans le salon, ailleurs, dans d'autres endroits de la maison. Mais c'est là que j'ai quand même mon petit refuge avec une grande partie de ma vie qui se trouve quand même ici, mais une grande partie de ma vie, de la vie moderne. Je suis en train d'écrire 2 livres, il y en a un plus spécifiquement qu'un autre. Et donc, j'ai décidé de l'écrire à la première personne. Intégralement. J'ai décidé de l'écrire à la première personne au passé composé, parce que la première fois, j'ai écrit au passé composé et je trouvais que c'était bien. Mais j'ai eu mes hésitations. Ensuite, j'ai fait du présent. J'ai trouvé que c'était plus dynamique. Ensuite, je suis repassé au l'imparfait passé simple. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que j'y étais plus habitué. Et donc, pour me dire, mais non, je veux faire du passé composé, il faut que je trouve des livres. Première personne, si possible. Et puis ensuite, passé composé. Il s'avère que la dernière fois, vous savez comment la mémoire elle est faite, j'ai commencé à écrire ce livre. Justement, je m'interrogeais sur cette première personne présent à ce moment-là. Et tout d'un coup, je me suis dit... Et vous êtes revenu. La couleur des sentiments. La couleur des sentiments, je me le suis dit comme ça. La couleur des sentiments, je crois me souvenir que c'était première personne présent. Je vais dans une librairie, j'achète le machin, première personne présent. La mémoire, on oublie des trucs du quotidien, hein, mais ça, la mémoire, elle l'avait enregistré puisqu'elle me l'a sorti sans même que j'ai à chercher quasiment. Alors en ce moment, comme je suis sur du passé composé, sans faire exprès, je vais dans la bibliothèque, je me dis bon, il faut que je lise, j'avais envie de lire un bon livre, un classique. Je prends Albert Camus, L'étranger, première personne, passé composé. Extraordinaire. Comme vous le voyez, Patrick Jacquemin est toujours très bouillonnant et sans cesse en réflexion. Eh bien, justement, il va nous expliquer pourquoi il a décidé d'éditer son livre en numérique. J'avais, sur une première version du livre, j'avais envoyé aux éditeurs, à une quinzaine d'éditeurs, et j'ai reçu que des réponses négatives. 1 an plus tard, j'avais corrigé le livre, je l'avais mûri, et donc je l'avais terminé, et donc je me suis... Presque, j'ai pas osé leur envoyer, je me suis dit, si c'est encore pour essuyer des refus... Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Elisabeth. Et Elisabeth m'a parlé justement de la partie numérique. Et donc, je me suis dit, bah oui, j'avais quand même mis mon livre gratuit. Mais je l'avais mis gratuitement sur un site qui s'appelle monbestseller.com, qui est un site très intéressant parce que il y a une communauté de lecteurs. On met le livre et puis ils mettent des avis. Alors c'est une première expérience qui est intéressante puisque on est confronté à l'avis de personnes qu'on ne connaît pas. Parce que quand on le donne à lire à des amis et à la famille, ils veulent pas nous frustrer, donc ils nous font des petites remarques gentillettes et puis on sait pas en réalité si le livre est bon ou pas. Donc là, sur ce site, j'ai mis le livre et j'ai eu des bonnes critiques. Et l'édition numérique, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que Amazon ne demande pas qu'on paye,
ne lit pas le livre pour dire votre livre est bon, je vais accepter de le mettre. Non, non. On a juste une plateforme qui nous traduit notre Word dans un format qui est lisible sur la liseuse d'Amazon. On met un prix, le prix qu'on veut d'ailleurs, de 0,99 à je sais pas combien. Et puis à ce moment-là, on a des millions d'utilisateurs qui peuvent télécharger notre livre. Pareil sur Fnac et pareil sur 150 librairies. Alors évidemment, après, ça ne s'arrête pas là, parce que comme le livre est perdu parmi des millions, il faut que des personnes arrivent à déceler que c'est un livre intéressant, et c'est là l'effort qu'on fait avec Elisabeth, qui me dit bon bah maintenant Patrick, il faut faire connaître ton livre. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut que on discute avec Amazon peut-être pour dire le livre il est pas mauvais, est-ce que vous voudriez pas le lire, pour voir si vous pourriez en faire une sélection. Idem avec Kobo. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir des ventes, de la visibilité et des ventes. Et puis aussi, on fait des critiques, parce qu'il y a des critiques, des blogueurs, de la presse. Les RP sont très importantes. Et là aussi, avoir de bonnes critiques. Et par chance, sur le livre, eh bien, pour l'instant, j'ai de bonnes critiques. Et il a été aussi apprécié par Amazon et par Kobo, donc qui l'ont mis en avant à certains moments. Donc c'est très bien. Pour mieux connaître l'édition numérique, je vous propose de vous présenter Elisabeth Sutton, qui a créé ID Books, un site internet qui fait désormais référence dans le monde des livres numériques. Et en fait, idbooks.com, c'est un site d'information qui au départ était uniquement une vitrine pour moi en tant que conseil auprès des éditeurs, des auteurs, des bibliothèques sur toute la transition numérique. Et idbooks en fait est devenu assez vite un site de référence. Il a été agréé par Google Actualité, donc il bénéficie d'un trafic assez important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du lancement du site, donc il y a presque 5 ans, on touchait principalement les professionnels du livre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de toucher à la fois le lecteur final. Donc on parle de contenu, de livres évidemment, mais on parle aussi de contenant et de toute la prospective qui se passe autour du livre numérique. Et en ma qualité de conseil, donc c'est vrai que j'ai proposé à Patrick d'essayer de lancer son livre, et ça a l'air de pas mal marcher pour le moment. Alors, ce que je conseille aux auteurs, aux jeunes auteurs, c'est souvent en fait de se professionnaliser un maximum au niveau du contenu, c'est-à-dire se faire lire, se faire corriger. Être prudent sur la mise en page du livre, penser à faire une couverture attractive. On a énormément travaillé avec Patrick sur la couverture, parce qu'il est important, quand on a une toute petite vignette comme ça sur un site web, de pouvoir voir le nom de l'auteur et le titre du livre tout de suite. Aussi avoir ce qu'on appelle une image sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire commencer à atteindre une cible au niveau des réseaux sociaux, à toucher des lecteurs, à toucher des blogueurs qui sont extrêmement influents au niveau de la recommandation du livre, à avoir une image sympathique et à ne pas parler que de son livre. Ça, ce sont les premiers conseils que je donne. Et d'ailleurs, avec Patrick, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on s'intéresse évidemment à l'actualité de l'odeur de l'herbe après la pluie, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans l'auto-édition, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau du web, on discute avec les gens sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que le réseau est en train d'augmenter. Voilà, quelques mini-conseils. Il y a bien d'autres choses, évidemment, mais je ne vous dirai pas tout. Mais voici quelques mini-conseils pour les auteurs en herbe. Alors, Patrick Jacquemin, on parle d'écriture, mais vous écrivez aussi et vous faites quelques vidéos. Il y a quelques vidéos sur Internet qui sont assez salées, je dirais. Vous vous lâchez aussi, vous parlez de quoi dans ces vidéos ? Et les vidéos, oui, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, et j'avais jamais passé le pas. La politique m'a toujours intéressé, d'abord pour ce qu'elle pouvait apporter à la société, mais là, elle m'intéresse de plus en plus par rapport à le rejet que la société a de la politique. C'est des vidéos sur la retraite des députés, où il faut juste comprendre que lorsqu'on a voté, lorsqu'il y a eu la retraite qui a été revue en 2010,
Les députés se sont concoctés un truc. Bien eux. Nous, on doit bosser 42 ans. Eux, ils doivent bosser 30 ans. Nous, au même salaire que ils ont 2500 € de retraite en 10 ans, nous, il nous faut 30 ans pour avoir la même chose. Et ils se permettent de nous dire, il faut que vous fassiez des efforts, mais nous, on va pas les faire. Hein. Non, surtout pas. Non, mais ils se moquent de qui, là? Ils se croient où? Ils se croient sur une autre planète ou quoi? Donc, ce qui est très intéressant, c'est que sous cette forme de caricature que vous faites, parce que vous prenez différents personnages, vous dites des vérités, parce que toutes ces sources sont vraies. Vous dites que des vérités. Oui, bien sûr, parce que là, en l'occurrence, j'ai regardé, alors j'ai lu la presse, j'ai compilé l'ensemble des articles qu'il y avait sur la retraite, hein, sur ce sujet-là en particulier, et puis j'ai regardé toutes les vidéos qu'il y avait, parce que ces responsables politiques, il n'y a pas que moi qui m'intéresse à la retraite, hein. Tous les jours quasiment, ou toutes les semaines en France, il y a un article sur la retraite des députés et des sénateurs. Mais il ne se passe rien. Le peuple n'est pas dans la rue devant l'Assemblée nationale pour dire les gars, vous allez vous mettre à la même retraite que nous. Et vous savez quoi? Les responsables politiques, ils savent parfaitement bien que ça bougera pas. Ils savent parfaitement bien qu'ils n'ont rien à changer, ou juste comme ça à la marge, parce qu'on n'ira pas dans la rue, on n'ira pas leur demander de faire des efforts. Bon, on a hâte en tout cas de voir toutes ces caricatures pour nous donner des vérités. Et on a besoin de vous justement pour titiller et booster. On va terminer cet entretien, Patrick Jacquemin, parce que vous avez d'autres activités qui vous tiennent à cœur, et notamment en Afrique, le rhinocéros. Vous avez créé une fondation. Parlez-nous de cette activité qui vous tient à cœur. J'ai effectivement créé une fondation il y a quelques années qui s'appelle Animaux Sauvages, et dont l'objectif est de protéger certains animaux. Enfin, certains animaux, normalement, j'aimerais tous les protéger, les animaux sauvages, mais je me consacre à certains pour pas me disperser. Et notamment, il y a le rhinocéros en Afrique. Et donc, je vais dans un pays en particulier, une fois encore pour pas me disperser, pour bien apprendre, pour bien comprendre et pour bien aider, qui est le Zimbabwe, qui est un des pays les plus pauvres du monde. J'aide des gens qui aident à protéger les rhinocéros. Je ne sais pas si finalement le rhinocéros va pas disparaître, mais en tous les cas, l'idée c'est pour l'instant d'essayer de ralentir l'extinction du rhinocéros. Ce que je fais, c'est que je paye la nourriture pour les rangers pour qu'ils soient sur le terrain, dans un parc en particulier, qui est le parc de Hwange, qui est le plus gros parc du Zimbabwe. Je rachète des tentes, j'achète des voitures, des vieilles voitures pourries, mais qui servent juste à aller dans la savane. Je répare les voitures, j'achète des pneus, etc., etc. Je vais sur le terrain, bon, voilà, tout un tas de choses. Et donc j'y étais il y a pas longtemps, et je suis en train actuellement d'écrire un roman justement sur le braconnage du rhinocéros, et ça m'a beaucoup aidé, bien entendu, d'y aller récemment. Vous en arrivez à la dernière question. La suite de l'écriture, ça va être quoi pour vous, Patrick Jacquemin? La suite de l'écriture, c'est 2 romans que je suis en train d'écrire. Bon, un en particulier, l'autre qui me détend plus. Il y en a un, donc c'est sur le braconnage du rhinocéros. C'est une histoire qui est plus facile que L'odeur de l'herbe après la pluie, qui était poétique. Là, je raconte, même si c'est pas évident quand même, des jeunes qui partent braconner un rhinocéros dans une forêt du Zimbabwe justement, et qui vont se trouver confrontés, bien entendu, à un certain nombre de difficultés, et éventuellement des difficultés vitales pour eux. Puis j'en ai un autre qui est plus, je dirais pas le titre, plus c'est un titre que je veux garder pour l'instant secret, mais qui est plus sur justement cette partie des responsables politiques qui profitent à mort du système. Et puis on sait qu'il y a des tas de sujets comme l'espace, l'aventure, la moto, évidemment, peut-être qu'on vous arriverez à écrire. Peut-être que j'y arriverai, oui. En tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps sur cette route des romanciers avec Patrick Jacquemin. Merci, au revoir.